Face à l'opinion. Information, idées, débats, prise de position dans la transparence. Ceux qui font l'actualité dans le secteur public et privé, des fonctionnaires, des entrepreneurs, des syndicalistes, des leaders paysans parlent. Face à l'opinion, qui ça dit, qui ça fait, qui mounioye, c'est qui est responsable service l'État, moun qui fait économie pays a marché, moun qui fait culti pays a avancé, yo gen la parole sous Radio Haïti. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. À Face à l'opinion, nous avons avec nous monsieur Daniel Whitman, qui est le responsable de la presse à l'ambassade américaine. Précédemment, le directeur de USAS, mais USAS n'existe plus et ceci est une autre histoire. C'est ça. Bonsoir, monsieur Whitman. Bonsoir, monsieur Dominique. Monsieur Whitman, vous êtes directeur de l'USAS, vous êtes directeur du service de presse de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Comment concevez-vous votre rôle? En fait, êtes-vous journaliste? Êtes-vous diplomate? Comment concevez-vous votre rôle de directeur du service de presse à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince? Monsieur Dominique, c'est une question très pertinente et très intéressante et ça me fait même réfléchir parce que la réponse peut-être n'est pas très rapide ou très facile. Moi, je ne suis pas journaliste, bien que j'ai publié certains articles, certains livres dans le temps. Je considère que ça n'a pas à voir avec ma fonction actuelle qui est, je pourrais caractériser ça comme une plaque tournante. Je vois ça comme une fonction qui puisse offrir des renseignements mutuellement entre, enfin ma tâche c'est une tâche bilatérale évidemment entre les États-Unis et Haïti. Quelquefois ça monte au-dessus et il s'agit des renseignements et des communications plus au niveau humain, mais de ça on peut parler après si vous voulez. Mais je me vois plutôt comme une fenêtre, même un miroir quelquefois, qui permet une communication entre les deux peuples qui puisse surtout éviter des malentendus. Malentendus qui existent, hélas. Dont le premier pèse sur vous, comme directeur de ce service de presse, héritier d'ailleurs de quelques autres qui vous ont précédé, et puis malentendu qui pèse sur l'ambassade, et par de proche en proche aussi sur la politique des États-Unis en Haïti. Essayons de voir ensemble, monsieur Whitman, le bien fondé de tous ces malentendus. Premier point, le plus récent, monsieur Whitman. C'est ça. Le président, à son retour de Washington, il y a quelques jours, et ensuite votre service, viennent d'annoncer la visite en Haïti de plusieurs congressmen américains sous la direction du congressman John Conyers. C'est exact. Très bien. Cela fait, si mes archives sont fidèles, cela fait la énième visite de congressman américain en Haïti. C'est exact. Et cela fait aussi la énième visite de responsables politiques américains qui, depuis Madeleine Albright, ne parlons pas de la First Lady Hillary Clinton, Monsieur Stalbot, Monsieur Sandy Berger, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cet intérêt aussi soutenu de responsables, et pas des moindres, de la politique américaine pour Haïti depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans? On ne nous avait pas habitués à cette noria de visites. Sont-ce des visites ou bien sont-ce des... Qu'est-ce que vous insinuez? Rien, je n'insinue rien du tout. Je vous demande simplement si une insinuation ne serait pas bienvenue. Je ne pense pas, monsieur Dominique. Et merci encore de la question. Je pense que, si j'ose dire, cette série de visites, pour nous, indique que pour nous, Haïti est important. Haïti n'est pas seulement notre voisin. Haïti est un pays que nous considérons important. Nous le prenons au sérieux. Nous avons été très impliqués en Haïti. Il n'est aucun secret qu'on a fait un certain investissement
en efforts, en argent, en ressources, même en troupes militaires. Pourquoi est-ce qu'on a fait cela? C'est parce que Haïti nous importe. Vous êtes notre voisin. Si nous habitons dans un quartier et si nous avons un voisin qui n'est pas à l'aise, nous ne sommes pas à l'aise non plus. Alors pour nous, Haïti n'est pas seulement important, mais Haïti reste très franchement et très ouvertement un dilemme. Haïti n'est pas un pays réalisé. Je ne sais pas si vous me diriez le contraire. Réalisé. Je dirais que ce n'est pas réalisé, que la démocratie, le développement économique, l'équilibre social restent à développer. Nous sommes là, en essayant, disons, d'être de bons voisins, afin de voir si nous pouvons donner un coup de main. Nous ne sommes pas là pour guider Haïti, ni pour prendre Haïti en main. Je sais que quelquefois c'est la notion. C'est la suspicion qui pèse sur vous. Je pense que de temps en temps. On vous soupçonne de vouloir prendre Haïti en main et de la modeler vous-même. Voilà, moi je suis là pour refuter cette idée parce que franchement nous nous voyons comme des voisins, comme des observateurs, comme des amis. Et je souligne la notion du quartier, du voisinage. Nous appartenons au même voisinage. Et dans un voisinage, quand il y a un voisin qui ne mange pas à sa faim, qui n'est pas à son aise, ce n'est pas bon pour le quartier. Alors nous avons intérêt très égoïste, à ce que Haïti se réalise et qu'il se réalise mieux. Donc nous sommes là pour ça. Je vous écoute et puis je me dis, ce que dit Daniel Whitman est vrai. Mais ce que dit Daniel Whitman est peut-être plus vrai que la réalité. Si on peut le dire. Parce que je me demande si, souvent, ces gens qui viennent, souvent de grands amis d'Haïti, Madame Hillary Clinton, on ne peut pas dire que son mari et elle n'ont pas manifesté leur intérêt, leur amour pour notre pays, Monsieur John Conyers et tant d'autres, mais souvent aussi on perçoit cette tendance-là. Ça va pas chez vous, c'est parce que vous ne savez pas faire, vous ne savez pas bien faire. Laissez-nous vous dire comment faire. Pendant le coup d'État, des responsables américains avaient même dit à des membres de notre élite que ces responsables ne qualifiaient pas de most repugnant élite, mais d'autres les qualifiaient pour eux, avaient dit à notre élite, mais il vous manque un chromosome. Donc c'était une façon de leur dire, écoutez quand même, soyons sérieux, nous avons la vérité et nous allons vous apprendre la vérité. Il y a cette tendance peut-être, parallèlement à l'amour et au désir de solidarité, Monsieur Whitman, cette tendance peut-être à nous mettre à nous dire, asseyez-vous, nous sommes au tableau, on va vous montrer les choses, prenez bien des notes, et puis répétez la leçon, apprenez la leçon. Monsieur Dominique, je vous donne crédit et honneur de tant bien articuler une image dont les États-Unis souffrent partout au monde. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ce reproche. Qu'on fait ce reproche, et les reproches, comme n'importe quel détail de renseignement, a du pour et du contre. Vous parlez d'un certain paternalisme, n'est-ce pas? Si on peut le résumer en un mot, un certain paternalisme. Je suis là, je vous dis, pour refuter cette notion. On a dit tout à l'heure, et je pense qu'on a été d'accord, que Haïti est une société qui reste à être achevée, qui reste à être réalisée. Ça ne veut pas dire que Haïti ne sait pas faire. Je pense que la distinction est importante. Nous ne considérons pas que les Haïtiens soient incapables de mener leur propre destin. Tout au contraire, ce que nous essayons de faire avec l'appui que nous apportons sur les élections, etc., ce n'est pas pour dire aux Haïtiens comment ils vont faire. Au contraire, les élections, c'est pour que les Haïtiens disent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas nous qui pouvons déterminer le destin de Haïti. Toutefois, nous voulons apporter quelques aides que nous pouvions afin de mieux réaliser. Quelquefois, entre la conception et la réalisation, il y a un écart, n'est-ce pas? Donc, nous nous voyons surtout comme des amis, si j'ose dire, afin d'aider à réaliser
l'image, le destin, le but que vous avez, ça c'est entièrement 100% pour vous-même de déterminer. Ce n'est pas pour nous. Nous sommes là, si nous pouvons, afin de suggérer peut-être quelques modèles, mais nous avons vu partout au monde que nos modèles ne s'adaptent pas toujours à chaque circonstance. Très bien. Donc voilà. Je vous écoute là et vous avez vous-même évoqué les élections. Mais déjà là, quelque chose se glisse qui n'est pas dans le droit fil de cette volonté de coopération équitable dont vous parlez. Je prends un exemple. Le Conseil électoral provisoire décide d'accorder à une compagnie canadienne, mais dont la base est à travers une autre ONG qui elle a son headquarters in Washington DC, c'est juste. Un contrat pour la fabrication des cartes électorales, les fameuses cartes électorales qui sont tellement à la mode ces jours-ci. Et voilà que l'USAID décide de financer directement cette fabrication, et malgré les déclarations répétées du Premier ministre de la République, qui dit « Attention, cela aurait dû passer comme les règlements de l'aide internationale le prévoient par le ministère des Finances », l'USAID dit « Non, nous allons financer directement ». Il y a peut-être des raisons administratives à cette décision, mais l'image projetée à ce moment-là est que l'USAID, donc l'ambassade américaine, donc le département d'État, donc le gouvernement des États-Unis, l'image projetée est la suivante: ce gouvernement, pour nous, n'existe pas. Nous allons traiter directement avec une compagnie privée, avec une ONG, et nous allons ainsi assurer la fabrication de ces cartes électorales. À ce moment-là, le citoyen dans la rue se dit: mais est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de nous préparer des élections préfabriquées? C'est là la suspicion qui pèse sur vous, M. Whitman. J'en suis très conscient, M. Dominique, et je vous remercie encore pour une question très pertinente. Vous savez que certains membres du gouvernement haïtien disent que c'est le déblocage de ces fonds aurait été fait indépendamement, sans aucune consultation avec le gouvernement de Haïti. Enfin, qu'est-ce que je peux dire? Que ce n'est pas tout à fait le cas. Qu'il y a eu des conversations, il y a eu même des documents partagés par les deux gouvernements. Nous avons reçu le feu vert par le gouvernement de Haïti pour aller en avant, non, le ministère des Finances, non, mais d'autres membres du gouvernement, pour aller en avant avec les plans tels que le CEP l'a approuvé. Si je comprends bien, le CEP aussi fait partie du mécanisme de l'administration haïtienne, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu donner directement ces fonds au ministère des Finances? Il y a deux raisons. Premièrement, faute de parlement en Haïti, il manque de mécanismes pour passer de l'argent comme nous le faisons dans d'autres pays où le Parlement est debout, où le Parlement adopte ses capacités et exerce ses obligations et ses pouvoirs. Le paradoxe en Haïti actuellement, c'est qu'il n'y a pas de Parlement. Donc il n'y a pas d'intermédiaire pour faire passer cet argent. Cette histoire a été un peu difficile, un peu maladroit, mais j'estime que le résultat final, à savoir le financement de l'émission de ces cartes électorales par le Code Canada à travers l'IFES, comme vous le dites, est un déroulement tout à fait normal, avec le paradoxe qu'il n'y avait pas de Parlement. Donc, au contraire, on a pu s'adapter à une situation anormale afin d'avoir un résultat qui donne fruit. Et on peut peut-être passer, si vous voulez, est-ce que cela donne fruit, l'émission de ces cartes électorales? Vous voulez peut-être si ça porte des fruits, oui, nous allons certainement y arriver. Voilà ma réponse en tout cas. Je prends acte de votre réponse, mais j'estime qu'il y aurait peut-être des correctifs à apporter après cette première pause. Radio Haïti chassé fait noir, il va nous
pour nous sauter en bas. C'est que le régime pas négligé. C'est sous ça fait pour adjourner. Face à l'opinion aujourd'hui avec M. Daniel Whitman, qui est le fonctionnaire de l'ambassade américaine chargé des rapports avec la presse. Il n'y a pas de Parlement, donc vous financez directement. C'est un accommodement qui est fait. Je vous ai dit que je prenais acte de cela. Et je vous fais remarquer que dans d'autres domaines, il y a des fonds qui sont décaissés et qui sont directement alloués au gouvernement. Et il y a d'autres pays, l'Union européenne, la République de Taïwan, qui continuent à financer des projets malgré l'inexistence du Parlement. C'est ça. Les États-Unis sont à ce sujet beaucoup plus rigoureux aujourd'hui. Parce que dans le passé, il y a des milliards de dollars qui ont été donnés à une dictature qui n'avait jamais de Parlement. Les choses commencent à changer. Je donne 100% raison, M. Dominique, à cet égard. Ce qu'on a fait dans le passé, c'est un autre sujet. Mais quand vous dites le gouvernement des États-Unis, vous qui connaissez mieux que moi les trois branches, exécutive, législative et judiciaire, vous savez que la branche exécutive, qui assez souvent est représentée comme le gouvernement, entre guillemets, c'est une notion qui n'est pas tout à fait précise. Je me réfère au Congrès américain. Et si vous connaissez, si vous avez entendu parler du Dole Amendment, Dole Amendment, qui nous impose certaines obligations au niveau du secteur ou de la branche exécutive, nous ne sommes pas en liberté totale. En ce qui concerne l'allocation le déblocage de l'allocation des fonds, les fonds, ça ne nous provient pas, ça provient du Congrès. Très bien. Et dans une démocratie, les démocraties sont toujours maladroites, peu efficaces, etc., comme Winston Churchill l'a dit, n'est-ce pas? Mais il a ajouté, c'est la pire des formes de gouvernement que nous ayons, mais elle marche. Il n'y en a pas de meilleur. Et je pense qu'il a bien formulé. Alors, le Dole Amendment, c'est un sujet presque académique parce que le Dole Amendment est un document complexe, mais qui nous limite et qui ne nous donne pas des mains entièrement libres en ce qui concerne l'allocation des fonds. Et c'est en vertu de ce Dole Amendment que vous n'êtes pas passé par le ministère des Finances pour financer les cartes électorales. Nous sommes passés par le gouvernement de Haïti, je le souligne. Vous êtes passé par... Le gouvernement de Haïti. Voilà. Vous n'êtes certainement pas catholique, mais vous êtes un jésuite. Et vous encore. Monsieur Whitman, comprenez bien mon souci. Vous dites, est-ce que ça a été efficace? Oui, ça a été efficace jusqu'à concurrence du fonctionnement réel de ces cartes électorales. Mais ce qui reste, et j'aurais aimé que vous puissiez lever le malentendu, ce qui reste, c'est la suspicion qui, à cause de ce mécanisme, pèse sur vous, de tenter de vouloir manipuler le processus électoral. Il y a la question des cartes, il y a la question de l'IFES, cette ONG qui a elle-même décidé beaucoup de choses, dont le découpage géographique, qui est actuellement remis en question. Et cette grande interrogation, est-ce que les Américains, on dit souvent les Américains et la communauté internationale, est-ce que les Américains ne sont pas en train de nous préparer des élections, comme on dit en créole, faites et fournies, des élections électroniques? C'est une suspicion qui est lourde, M. Whitman. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette attitude envers les phénomènes électroniques? Franchement, je n'y comprends pas. On a dit il y a quelques mois que les cartes électorales étaient des cartes digitales et que ça allait, je ne sais pas comment, ça allait ingérer dans la vie privée du citoyen ou je ne sais pas quoi. Vraiment, je suis mystifié par cette notion. Qu'est-ce que vous avez contre l'électronique, Monsieur Dominique? Personnellement, je n'ai rien contre l'électronique. Vous devrez voir en visitant notre station que nos studios sont digitalisés. Nous sommes branchés sur Internet. Nous avons informatisé notre système comptable et notre système d'archives. Donc, nous n'avons rien contre l'électronique. Et sur la station, vous verrez
plusieurs antennes paraboliques. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer le phénomène culturel que je ne comprends pas? Le phénomène culturel est important. Que je ne comprends pas. Oui. On n'a pas dit que les cartes seraient digitalisées. Si, enfin, certains l'ont dit. Oui. Mais ce que l'on soupçonne, c'est le phénomène suivant. Étant donné qu'il y a une ONG qui a beaucoup informatisé sa structure, la réception des cartes, leur insertion dans des listes électorales se ferait à travers des programmes informatiques. Et l'inquiétude persiste que ce sont ces programmes informatiques qui pourraient être électroniquement manipulés. Comprenez l'inquiétude? Je comprends, mais j'avoue que ça me mystifie. Vous parlez des programmes informatiques qui pourraient être manipulés. Comment proposez-vous qu'il y ait une liste fiable d'électeurs sans qu'il y ait un programme pour le traiter? En toute innocence, je vous pose cette question. Comment peut-on avoir une liste électorale sans qu'il y ait un programme pour le développer? Je vous réponds par la question que j'ai posée à Mme Micheline Bégin, oui, qui est directrice de l'IFES, oui, à votre place. Je lui ai dit, écoutez, d'après votre contrat, et d'après les accords, et confirmés par le financement direct de l'USAID, à vous et à l'entreprise Code, à qui rendez-vous les comptes? Elle m'a dit, ah, et elle a un petit peu hésité pendant quelques secondes. Normalement, l'IFES aurait dû rendre des comptes au Conseil électoral provisoire. C'est ça. Or, je me rends compte que ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Cela veut dire que s'il y a un programme pour traiter les données de l'inscription électorale, est-ce que, au niveau du Conseil électoral, ce programme pourrait être vérifié, testé, contrôlé par des membres du Conseil électoral provisoire? Cela est mon inquiétude, M. Whitman. J'avoue que la technologie avec l'émission de ces cartes électorales est une technologie assez moderne, assez avancée. Cette technologie a été choisie en collaboration avec le CEP. On ne peut pas s'attendre à ce que chaque membre du CEP soit à la hauteur technique. Chez nous aussi, c'est la même chose. C'est pas, je ne les mets pas en question. Seulement, évidemment, il y a un écart. Il faut faire un peu de confiance en la technologie afin d'avoir le résultat que vous voulez. Très bien. Le mot que vous avez dit, M. Whitman, est un mot clé. Il faut faire un peu de confiance. Ce qui veut dire que de notre côté, nous devons faire le pas. On fait un peu de confiance. Mais du vôtre, il faut faire aussi, et c'est l'occasion qui vous est offerte aujourd'hui, il faut faire aussi le pas qui veut dire dissipons les malentendus et les suspicions. Et ça, c'est capital. Merci. Maintenant, ça, je vous remercie de l'occasion de le faire. Le point que je tiens à vous dire tout de suite, c'est que toutes les suspicions de l'an dernier étaient basées sur un fait capital. On s'imaginait qu'il y aurait manipulation des résultats faits et fournis, c'est-à-dire préalablement décidés, dans un cas de figure, le faible taux de participation. Or, la situation est radicalement différente. Comment voyez-vous ça, justement, cette participation qui devient de plus en plus massive, M. Whitman? Je m'en réjouis, M. Dominique. Je trouve que c'est une expression spontanée de la part des électeurs haïtiens qui se disent entre eux et à leur gouvernement et à la communauté internationale, nous sommes haïtiens, nous voulons partager dans l'élaboration de notre propre destin, et la position du gouvernement américain est très nette là-dessus. Nous nous en réjouissons. C'est merveilleux. Si je peux me permettre aussi, c'est une triple question, n'est-ce pas? Vous avez fait allusion à une manipulation potentielle. Je vous demanderai à quelle fin? Une manipulation vers quoi? Vers un candidat que nous favorisons? S'il y en a, je l'ignore. Moi, je suis le conseiller des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis. Si nous avons un candidat que nous appuyons, je l'ignore. Je vous regarde aux yeux, je vous le dis. En même temps, si vous... Vous voulez dire par là que vous n'êtes pas au courant, ou bien vous pouvez déclarer qu'à l'ambassade des États-Unis, il n'y a aucun candidat actuellement en lice ou prochainement en lice
qui aurait votre support plutôt qu'un autre? Je l'affirme en toute solennité. Je vous regarde, je soulève la main droite et je vous l'affirme, il n'y a aucun candidat que nous appuyons plus que d'un autre. Et je vous affirme en même temps que nous, quand on parle des manipulations, etc., on prétend quelquefois que nous, les élections, que nous voulons guider ou manipuler ou entrer à une façon peu appropriée au processus électoral en Haïti. J'affirme, je souligne que ces élections sont des élections haïtiennes. Nous les reconnaissons en tant que telles. Et c'est pour le peuple haïtien de déterminer quel en sera le résultat. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'aide de votre pays aux dictatures dans le reste du monde et en Haïti, vous m'avez dit ça c'est de l'histoire. Et je conviens avec vous, vous êtes... J'ai aussi dit mea culpa, je l'ai dit. Bon. Je n'ai pas dit en tant de mots, mais je veux même vous interrompre pour dire que on a fait des erreurs dans le passé. Je peux le dire parce que je n'y étais pas. Alors je ne prends pas parti. Mais vous reconnaissez que ce sont des erreurs. Absolument. Et qu'il faudrait les corriger. Absolument. Et qu'il faut reconnaître que c'est des erreurs. Et pour cela, vous avez employé une expression latine très caractéristique, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Au maxima, je n'en sais pas, mea minima culpa. Mais dites donc, on me disait que dans les universités américaines, on n'apprenait plus le latin, mais c'est pas vrai. Mais c'est vrai, mais je suis vieux jeu, vous ne le saviez pas? Vous êtes Regardez-moi, je suis vieux jeu. Vieux jeu, mais pas vieux. Un jeune homme vieux jeu. Vous aussi, monsieur Dominique. Merci. Monsieur Whitman, j'apprécie votre mea culpa et j'espère que dans l'auditoire, beaucoup de gens comprendront ce que ça veut dire. Mais revenons maintenant à cette question d'histoire. Cette question d'histoire est importante. Aujourd'hui, vous dites, nous ne soutenons pas un candidat. Mais peut-être y a-t-il, chez vous, pas personnellement, monsieur Whitman, mais à l'ambassade, et quelque part dans ce paradis étoilé qui est votre pays. God's country, n'est-ce pas? Yes. Something like, vous dites le pays du... God country? God's country, on dit. Le pays du bon Dieu. Oui, voilà. Parce que sur vos monnaies... En toute modestie, sur vos monnaies, vous mettez In God we trust. Très bien. C'est ça. Pas en nous-mêmes. Alors vous me facilitez les choses. Voilà. Parce que... y a-t-il la possibilité que vous, qui croyez en Dieu, vous dites, il faudrait peut-être empêcher à Satan de reprendre le pouvoir en Haïti. Ça, c'est la grande inquiétude. La satanisation d'un candidat ou d'une série de candidats. Et à partir de cette satanisation d'un candidat ou d'une série de candidats, ici en Haïti, des hommes politiques, une classe politique, un espace médiatique se disent les Américains vont nous aider à le déchouquer. On fonce. Donc les Américains sont avec nous. Vous voyez, il y a là quelque chose d'assez important, monsieur Whitman. Oui, monsieur Dominique. Et vous me faites la question très facile quand vous parlez de Satan. Il est très facile d'affirmer que nous n'avons pas de Satan et que nous n'y croyons pas. Enfin, nous n'appuyons aucun Satan, nous ne craignons aucun Satan, nous n'en créons pas. C'est fantaisiste, cette histoire. Je pense qu'on a parlé de In God We Trust et la monnaie américaine. Le revers de la monnaie, à savoir que nous n'appuyons aucun candidat plus et que d'un pluribus autre. unum. Voilà, s'il vous plaît. En plus, vous connaissez par cœur. Et pluribus unum, la même pour médaille. les auditeurs, cela veut dire qu'à partir de la diversité, une unité. Exact. Ce qui n'est pas mal pour n'importe quelle nation, n'est-ce pas? Je pense que ça peut s'appliquer à n'importe quel pays. Enfin, la même médaille. Donc, d'une face, vous avez, et je vous affirme qu'on n'appuie à aucun candidat plus que d'un autre. Et le revers de la médaille, c'est que pour nous, il n'y a pas de Satan. Même si les Iraniens ont dit de vous que vous étiez le grand Satan? Peut-être que nous sommes Satan, mais nous n'avons pas de Satan. Vous voyez la distinction. Je voulais vous taquiner, monsieur Whitman, parce que je me rends compte que votre connaissance du latin vous donne... N'allons pas trop loin. elle est limitée. La mienne aussi, rassurez-vous.
vous donne ce petit grain de sel qui permet les échanges de conversation à cause de l'humour. Merci, Monsieur Dominique. Monsieur Whitman, continuons notre exploration de votre présence et de votre action en Haïti. C'est ça. Vous vous êtes promené partout en Haïti depuis votre arrivée, vous avez rencontré des confrères et vous vous intéressez au fonctionnement de notre profession, la presse. C'est ça. Pourriez-vous rapidement dire à nos auditeurs votre sentiment? Comment vous avez éprouvé cette rencontre et ces échanges avec des journalistes à travers le pays? Vous revenez de Port-de-Paix Je reviens de Port-de-Paix, hier même. Vous me demandez de faire ça rapidement. Je vous le refuse parce que les impressions que j'ai eues ont été tellement multiples. Enfin, je blague, je taquine. Évidemment, je veux m'adresser à cette question. Je l'ai dit devant plusieurs publics que j'admire. Votre question, il s'agit du journalisme, les médias en particulier, n'est-ce pas? Je trouve, et je l'affirme ici à la radio, que les médias en Haïti représentent peut-être le secteur le plus actif, le plus énergétique et le plus engagé dans la société haïtienne afin de réaliser une démocratie dans ce pays. J'admire les journalistes que j'ai connus. J'ai partagé avec eux beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges à niveau intellectuel, à niveau d'amitié. Je les admire, je les considère comme mes amis. Et sans trop approfondir peut-être les alternatives, les autres secteurs de cette société, si je vois un grand espoir en Haïti en matière de ce que nous appelons accountability aux États-Unis, la comptabilité, la responsabilisation, surtout des gens qui se présentent comme, qui s'offrent, qui se prétendent leaders du pays, c'est à travers des médias. Et je les trouve bien équipés, bien motivés et très amicaux. Et je les aime bien, Monsieur Dominique. Nous allons prendre une nouvelle pause. Dans le jardin, nous là. Dans le marché, dans le bureau, dans la boutique, nous là. Dans la peine, dans la joie, nous là. Radio Haïti, 1330 AM, nous toujours là. Face à l'opinion aujourd'hui avec M. Daniel Whitman, qui est le responsable de la presse à l'ambassade des États-Unis. M. Whitman, vos rapports avec les journalistes, c'est une chose. Votre approche sur le processus électoral, une deuxième chose. Vous venez là, tout à l'heure, de dire à propos de cette approche, attention, les États-Unis, l'ambassade, les États-Unis n'ont aucun candidat qu'ils soutiennent et n'ont aucun candidat dont ils veulent la défaite. C'est bien ça? C'est bien ça. Très bien. Il n'y a pas de Satan. Pourtant, il y a une satanisation qui se déploie de plus en plus en Haïti. Et souvent, ceux qui satanisent disent, ou bien publiquement, ou bien moins discrètement, les Américains sont avec nous. Les Américains sont avec nous. Les Américains sont avec nous. Et puis parfois, ils le proclament. Vive la liberté d'expression. Vive la liberté de mal représenter et de ne pas dire la vérité. Justement, à ce sujet, il y a quand même 2 ou 3 petites choses qu'il faudrait vous dire, Monsieur Whitman. Est-ce que, récemment, il n'y a pas eu, à l'ambassade, je dis bien à l'ambassade, quelque chose qui a été perçu dans le public comme une ligne que suivait votre ambassade qui n'était pas tout à fait celle que suivait Washington? Je prends 2 exemples. Le premier exemple, c'est la question de la présence militaire américaine en Haïti. Avant le 31 décembre 1999, on disait, est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont partir? Et puis, un porte-parole de l'ambassade déclare, ils vont rester. Ils vont rester. Immédiatement, une délégation du secteur privé haïtien
présidée évidemment par l'incontournable président de la Chambre de commerce, par Washington, faire du lobbying pour dire attention, Aristide va revenir, il faut que les soldats américains nous protègent contre Aristide. Ceci a été publié par le Washington Post. Monsieur Lionel Delatour et monsieur Olivier Nadal. C'est ça. Bon, et puis, à la grande surprise de tout le monde, le président Clinton lui-même dit nous partons, nous allons en partir. Nous ne restons pas. À l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, on n'a pas noté the discrepancy, la divergence, la différence. Vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi? Ça nous a pris par surprise. Évidemment. En Haïti. Vive la liberté d'expression, vive les 3 branches de gouvernement. Parce que l'ambassade est une des branches différentes du gouvernement. Non. Oh, loin de là. Oh, vous m'avez piégé. Non, nous faisons partie, évidemment, de la branche. Mais à culpa pour le piège. Non, pas du tout. Nous avons des branches, nous avons un gouvernement très complexe, ce n'est aucun secret. Pour suivre un petit peu l'histoire de l'évolution de ce phénomène du départ des troupes américaines. Bon, le 9 juin, j'étais dans ma chambre d'hôtel, j'apprenais le créole. J'étais à Washington. J'ouvre la télévision et je vois un débat dans le Congrès. C'est un débat justement sur cette question. Le député Goss, un républicain de Peter Goss de je ne sais plus quel État, peut-être que vous le savez, a introduit un amendement au Finance Bill, à savoir au projet de loi qui finance pas la branche militaire, mais le militaire aux États-Unis. Il a introduit au Congrès une mesure selon laquelle les militaires américains seraient obligés de partir de Haïti avant une certaine limite, un certain délai. C'est une mesure prise par le Congrès des États-Unis, totalement indépendamment de l'exécutif. À savoir, le jour suivant, le 10 juin, l'exécutif a émis une affirmation qu'ils ont noté cette mesure et ils le regrettent. Je ne me souviens plus exactement de comment c'est formulé, mais la branche exécutive a regretté l'introduction de cette mesure. Cette mesure, cependant, a prévalu. Bon. Donc, il y a eu, et on peut appeler ça la démocratie. Vous avez l'élaboration d'une politique étrangère qui est très complexe. Vous avez le Congrès de sa part. Vous avez le Pentagone à l'intérieur de l'exécutif de l'autre côté. Vous avez la Maison-Blanche, vous avez l'ambassade. C'est complexe tout ça. C'est très complexe. Je vous admets que le jour où le Pentagone a annoncé le départ des troupes définitivement, nous le savions. Nous savions qu'à part basé sur ce Goss Amendment, que le départ était imminent. Quand on a annoncé cela devant le public, cela nous a devancés, je vous l'avoue. C'est un aveu personnel, ça nous a surpris. Parce donc, que vous pensiez qu'ils allaient rester, vous l'avez dit. Non, pas du tout. Si, votre porte-parole l'a dit. On savait qu'ils allaient partir éventuellement. On ne savait pas qu'ils allaient partir le 31 décembre. Si abruptement. Très bien. Donc c'est cette surprise qui nous a surpris. Très bien. Mais pour en rester à cette question de la présence militaire, le drapeau étoilé est ramené de la base, c'est Fairwind, voilà. À l'aéroport. Les troupes s'embarquent sous les caméras de télévision et les photographes. Exact. Et puis, 200 soldats s'installent au Cap. C'est ça. Vous partez par la grande porte pour revenir par la petite porte. Exactement. Ça veut dire. Exactement. Encore une fois, avec l'approbation écrite par le gouvernement de Haïti, on a inauguré une série d'exercices qui d'ailleurs ne sont pas inconnus. C'est des exercices qui existent dans la région depuis 10 ou 15 ans. On en a connu à Belize, on en a connu en Jamaïque. C'est des exercices tout à fait routines qui existent afin de préparer les militaires américains pour le déploiement n'importe où dans le monde. En même temps, il y a je pense, des bénéfices bilatéraux, mutuels. De notre part, qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons une certaine expertise sur le terrain. Nous envoyons des ingénieurs civils, ils montent des tentes, un petit village que j'ai vu, qu'ils ont monté en 72 heures.
très bien, c'est le développement d'une technique. Ils déploient leur expertise médicale afin de traiter les gens dans la région, comme il était le cas avec le groupe soutien, le groupe support à Port-au-Prince auparavant. Qu'est-ce que Haïti gagne de cela? Haïti a la présence d'une mission, je peux le dire, humanitaire. J'ai visité sur place. Ils sont en train de reconstruire le dortoir d'un orphelinage. Voilà, l'orphelinage de Petite-Anse. Ils font à l'entrée du Cap. Exact. Pas loin de l'aéroport d'ailleurs. Donc, je pense que c'est pas un ouvrage énorme. Ça ne va pas changer le destin de Haïti. Seulement, c'est un petit exercice, mais qui a la fin de faire une action humanitaire. Et par la suite, je pense que à peu près maintenant, c'était prévu pour mi-février, qu'on allait introduire par la suite une petite unité pour faire les traitements médicaux. Monsieur Whitman, je vous écoute là et je conviens avec vous que dans beaucoup de cas, d'ailleurs, les travaux du groupe de support, construction de ponts, de tronçons de routes, d'écoles, etc., ont été énormément appréciés par le gouvernement et par la population. Ça, c'est vrai. Cependant, il y a une petite note d'humour, si vous acceptez l'humour. Vous savez que lorsque les médecins de ce nouveau groupe de 200 sont rentrés dans l'hôpital justinien du Cap Haïtien, cela a fait fuir les médecins cubains. Les médecins cubains ont dit « Ouh, los gringos están aquí !» Ils sont venus pour nous damer le pion. Caramba. Caramba. C'était votre intention de faire échec Absolument pas. Je vous regarde aux yeux. Je soulève la main droite encore. Absolument pas. C'est le hasard. C'est un concours de circonstances. Absolument, absolument. Bien que ça n'en ait pas l'air, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est le hasard. C'est le hasard. C'est ça. C'est ça. À propos, est-ce que ça ne vous chatouille pas un petit peu cette coopération cubaine, M. Whitman? Est-ce que ça ne vous embête pas? Ce sont quand même ces Cubains. La coopération, la présence des médecins. Oui. Mais au contraire, Haïti a besoin de médecins, n'est-ce pas? Très bien. S'il y en a qui veulent s'offrir pour contribuer à un traitement aux citoyens haïtiens, les plus défavorisés, on est très satisfaits, nous. Vous êtes satisfaits? Absolument. Il est vrai. Je vais le dire devant vous. Parce que je le dis souvent au micro, mais je profite de la présence d'un haut fonctionnaire dans l'ambassade pour le dire. Merci. On soupçonne le président Clinton. Je ne le dis pas en anglais, comme ça les républicains de Washington ne vont pas comprendre. Ne vont pas comprendre. On soupçonne le président Clinton. Malgré les hauts et les bas de tout ça, les histoires d'avions qui tombent, etc. On soupçonne le président Clinton, en définitive, d'adoucir la rigueur de la politique américaine depuis 30 ans envers Cuba. On le soupçonne. Est-ce que c'est un soupçon légitime? Je pense que... Je vous autorise à ne pas répondre. Non, je veux y répondre. Oui. Je pense que la normalisation entre deux pays est toujours souhaitable. Je pense qu'on l'a répété maintes fois d'ailleurs, on n'a rien contre le peuple cubain, bien au contraire. Nous en avons pas mal chez nous. Hélas. Non, au contraire. Hélas. Non, hélas, pas pour nous, hélas. Nous bénéficions de leur présence. Nous ne sommes pas d'accord avec le régime de Castro. Nous estimons que le régime réprime systématiquement le droit d'expression, le droit de mouvement, le droit du développement d'un secteur privé. Nous estimons que c'est dommage pour le peuple cubain. Ceci dit, si éventuellement on peut voir une normalisation entre ces deux pays, ces deux peuples... Normalisation, ça veut dire la fin de l'embargo. Éventuellement, pourquoi pas? Ah bon. Si le régime cubain reconnaît ses besoins, c'est le seul régime de cet hémisphère qui règne sans être élu. C'est dommage pour le peuple cubain. Vous trouvez? Nouveau piège. Piège annoncé, voilà. Vous voyez, piège annoncé, je suis loyal. Au moins, vous me donnez les drapeaux. Absolument. Pour annoncer les pièges. Piège. Vérité que vous proclamez contre Cuba, ce n'est pas un régime élu, l'embargo, les mesures restrictives, et puis vous vous entendez si bien avec la Chine de Mao Tse-tung. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Sont-ils élus? Non, ils ne sont pas élus. Non, on ne va pas rentrer dans des discussions internationales. Non, on va retourner en Haïti. Aucun sujet n'est exclu. C'est vrai. Allons-y, M. Whitman. Oui.
il n'y a pas de tabou, je pense. Non. Évidemment, dans les relations entre les pays, il y a des principes et il y a la réalité. Et dans n'importe quelle politique étrangère de n'importe quel pays, je vous ne croirai pas si vous me dites qu'une politique étrangère est pure et suive toujours les mêmes principes à 100%. Très bien. Les réalités déterminent certaines conjonctures. On a des principes, on essaie de les établir, de les suivre. En fonction et de la puis, conjoncture. avec 1 milliard de Chinois, avec une économie qui est trop importante pour ne pas faire face, évidemment, la situation... Et d'ailleurs, je pense qu'on peut même signaler une certaine amélioration petit à petit en Chine. On veut l'encourager. Ce n'est pas en s'écartant, ce n'est pas dans satanisant. en satanisant, mais en ne plus s'engageant à notre pays qu'on peut l'influencer pour le bien. Donc nous souhaitons influer, voilà. Très bien. Et il y a un politologue français, bien qu'à l'époque on ne parlait pas de politologie, qui disait, sous Louis XIV, vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà. Voilà. C'était pas Talleyrand. Oui, c'est ça. C'était Talleyrand. Alors, revenons à Haïti, parce que bon, Cuba, c'est tout près quand même, vous n'appliquez pas à Cuba